Il était une fois, dans un pays lointain, un petit éléphanteau qui s'appelait Éléphanteau. Éléphanteau avait atterri, on ne sait pourquoi, sur une plage de Corse du Sud, amené là par une cigogne qui n'avait certainement pas le sens de l'orientation et qui, au lieu de foncer vers l'Afrique, où naissent généralement les éléphanteaux à larges oreilles, eh bien, cette cigogne-là avait atterri tout en douceur sur une plage du sud de la Corse, entre la mer et la montagne, et avait déposé là, sur le sable clair, ce petit éléphanteau. Il était tout bébé. Évidemment, en Corse, on n'avait jamais vu ça. Un petit éléphanteau sur une plage de Corse, échoué là comme une baleine, comme un dauphin. Heureusement, les petits animaux qui peuplent les plages de Corse sont solidaires et très sympathiques. Et bientôt, de petits animaux, carnassiers ou pas, herbivores, et notamment une petite chèvre et un petit ânon qui étaient très amis, s'approchèrent du petit éléphanteau et regardèrent avec étonnement, puis émotion, cette petite chose aux oreilles si disproportionnées, aux petites pattes si longues et au petit corps si dodu qui ne ressemblait à rien de ce qu'ils connaissaient. Le petit éléphanteau ouvrit un œil. Heureusement, c'était la Corse du Sud, il faisait très très chaud. Et il avait trouvé refuge dans le petit pot sur lequel l'avait transporté la cigogne. C'était en fait une petite tasse de thé ou de chocolat bleu avec un petit chat blanc au petit museau rose. Et la cigogne l'avait transporté là et, ma foi, s'étant trompée en chemin, confondant l'Afrique et la Corse, elle avait déposé là le petit éléphanteau. L'ânon et la petite chèvre décidèrent que ce petit éléphanteau, comme tous les petits bébés, méritait un nom et décidèrent de l'appeler Éléphanteau. Puis ils se dirent qu'il devait avoir bien faim. Mais que donne-t-on à manger à un petit éléphanteau? L'ânon, qui se rappelait qu'il avait autrefois tété sa mère, la conduisit à sa maman, qui, heureusement, était une brave ânesse qui avait mis bas récemment d'une petite sœur pour le petit ânon, et ainsi elle put nourrir goulûment le petit éléphanteau qui était tout petit, tout pâteau, tout bébé, et qui se rassasia fort vite du lait de l'ânesse qui, voyez-vous, est très bon pour les petits éléphanteaux. Heureusement, l'ânesse était grande, forte, costaud, bien charpentée, et elle put nourrir à la fois son petit ânon et le petit éléphanteau. C'était très mignon à voir, car évidemment, Éléphanteau prit l'ânesse pour sa mère, et c'était très rigolo la première fois où il essaya de braire. Parce que, ma foi, il n'y arriva pas vraiment, un petit éléphanteau élevé par une ânesse sur une plage de Corse du Sud et qui essaie de braire, ça le fait pas tellement. L'ânesse regarda avec étonnement sa trompe et ses grandes oreilles. Les grandes oreilles l'inquiétaient pas tellement parce qu'enfin, en tant qu'ânesse, elle avait elle aussi de longues oreilles, et même si elle ne retombait pas, elle était en terrain connu. Par contre, la trompe d'éléphanteau l'inquiéta longuement. Elle alla consulter Maître Hibou, qui, comme vous le savez, est le grand sage de la forêt, de toutes les forêts du monde, et lui demanda s'il ne fallait pas faire appel
à un petit animal, un petit coquillage, une petite pince de homard pour amputer cette proéminence nasale qu'avait ce petit éléphant. Et heureusement, Maître Hibou, qui était fort sage et fort cultivé et qui avait lu énormément de livres et beaucoup, beaucoup, beaucoup de documentaires, lui dit: « Mais non, mais bien sûr que non. Ce que vous voyez là, c'est la trompe, c'est son nez. Ça lui sert de main, ça lui sert pour manger, ça lui sert pour respirer, ça lui sert pour boire. Il ne faut absolument pas l'amputer, ni demander à ce petit homard-là qui est en train de se frotter les pinces de venir lui trancher son appendice nasal. » « Ah, fort bien, dit l'ânesse. Je croyais que c'était une excroissance qu'il fallait enlever. »« Oh non, oh non, oh non, dit Maître Hibou. Ce petit éléphanteau que vous voyez là est un éléphant, c'est-à-dire qu'il va devenir très grand et très fort. Mais il ne peut pas vivre ici toute sa vie. Il ne peut pas vivre ici, il n'y a rien pour le nourrir en suffisamment nombreux. Le climat de Corse n'est pas fait pour un éléphant qui doit courir dans les vertes savanes de l'Afrique et il ne pourrait pas survivre ici. Alors, il faut tôt ou tard que nous trouvions une idée pour le renvoyer en Afrique, là où il aurait dû arriver. Nous allons donc organiser un conseil de famille pour ce petit éléphanteau. « Mais, dit le petit ânon, fils de l'ânesse, éléphanteau doit bien avoir une famille, un père, une mère, des frères, des sœurs qui attendent l'arrivée de la cigogne. »« Certainement, dit Maître Hibou, mais nous n'avons aucun indice concernant l'origine de son pays. Nous savons juste qu'il est beige avec des petites pattes et des extérieurs d'oreilles marron foncé et qu'il est arrivé dans une petite tasse bleue avec un petit chat tout blanc dessus. »« Et ce ne serait pas suffisant pour retrouver sa famille ?» demanda le petit ânon qui était plein d'espoir. « Ma foi, dit Maître Hibou, avec les réseaux sociaux maintenant, sait-on jamais. » Et Maître Hibou organisa la grande réunion. Tous les animaux corses étaient là, et tous donnèrent un tas d'idées pour essayer de retrouver les parents du petit éléphanteau, mais tout le monde savait que le plus important et le plus compliqué serait de le ramener en Afrique, car plus les jours passaient, et j'allais dire plus les heures et même les minutes passaient, l'éléphanteau grossissait. C'est normal pour un éléphanteau. Alors, évidemment, on imaginait que bientôt il ne pourrait plus entrer dans sa petite tasse qui lui avait servi de transfert, et quand bien même il aurait pu y entrer encore une ou deux pattes, comment faire naviguer un petit bol de thé avec un petit éléphanteau dedans? Comment lui faire traverser la mer Méditerranée pour l'emmener jusqu'à la lointaine Afrique? Une fois qu'on serait en Afrique, on aurait trouvé des idées pour trouver sa famille, mais comment le rapatrier jusqu'en Afrique? Les amis de la forêt corse décidèrent de se donner le temps de la réflexion et organisèrent une nouvelle réunion pour la semaine d'après pour examiner toutes les idées que les uns et les autres auraient. La semaine qui suivit, le petit éléphanteau suivait sa mère ânesse, tétait goulûment, grandissait, découvrait avec merveille la plage et, avec sa trompe de plus en plus habile, soufflait sur le sable et faisait rire aux éclats tous les animaux qui étaient réunis là et qui recevaient des tempêtes de sable sur le visage et parfois, très délicatement,
Avec sa trompe, notre petit éléphanteau fabriquait des châteaux de sable, car il était très, très, très habile avec sa trompe. Délicatement, il soulevait des seaux de petits sables et il fabriquait des merveilles merveilleuses. Et la semaine passa et le conseil de famille se tint pour voir quelles idées on aurait pour rapatrier le petit éléphanteau en Afrique. Et les idées les plus étranges fusèrent. C'est fort simple, dit le cochon truffier, qui était très bavard et qui dit il suffit de trouver un bateau, de le mettre dessus et de l'emmener en passager clandestin. C'était difficilement réalisable, notre éléphanteau était déjà bien grand. Moi, dit un canari, je pense qu'il faut lui coller des ailes et qu'il s'envole jusqu'en Afrique. Mais c'est impossible, il n'a pas d'ailes et comment ferait-il pour voler ? On pourrait lui apprendre, dit le canari. Mais on ne pourra pas, il est beaucoup trop lourd pour apprendre à voler. Rappelle-toi Dumbo l'éléphant. Mais il avait réussi à s'envoler, lui. Oui, mais il avait de très, très, très grandes oreilles. Peut-être dans ce cas-là, ajouta une petite biche corse, faudrait-il lui agrandir les oreilles pour qu'elles soient tellement grandes qu'il s'en serve pour s'envoler. Les oreilles des éléphants ne sont pas élastiques, dit maître Hibou. Eh bien, on pourrait lui fabriquer une bouée avec un pneu et l'attacher au milieu et lancer le pneu dans la mer et il arriverait à bon port. Oh non, c'est beaucoup trop risqué. Imaginez qu'il parte ailleurs, qu'il échoue dans un autre pays, dans une autre île, quelque part où il pourrait lui arriver des aventures très désagréables et où les gens seraient et les animaux seraient moins bienveillants que nous ne le sommes. Chacun continua à se creuser la tête. Personne n'avait d'idée, personne sauf une petite mouche, une toute petite mouche qui était très futée, très astucieuse et qui avait pris l'habitude de se dorer au soleil sur la trompe de notre petit éléphant. « Fort bien, dit-il, reprenant l'expression du cochon. S'il ne peut pas voler lui-même, organisons-lui un attelage aérien qui le conduira par les airs, non seulement par-delà l'océan, la mer Méditerranée, mais jusqu'au cœur de l'Afrique où doivent l'attendre ses parents. J'ai voyagé de par le monde, dit la petite mouche, et il m'est arrivé de croiser des équipages aériens extraordinaires. J'ai vu des flamants roses, costauds, magnifiques, traverser la mer Méditerranée pour aller en Afrique et en revenir. Ces oiseaux-là sont extrêmement costauds. Je suis sûre qu'on pourrait fabriquer un attelage avec une petite nacelle pour mettre à l'intérieur notre petit éléphanteau. Je pourrais même l'accompagner sur sa trompe pour être sûre qu'il arrive à bon port. Et comment trouverons-nous des flamants roses ? Oh, c'est pas compliqué, dit la petite mouche. Elle sortit de sa poche un petit téléphone, un BlackBerry micro, et elle appela les flamants roses qu'elle connaissait fort bien et qui étaient du côté de Montpellier, dans le sud de la France, du côté de la Camargue, où il commençait à s'ennuyer en se disant qu'il serait bientôt temps de rentrer en Afrique. Et grâce à la chef des Flamands Roses, qui avait aussi un téléphone portable, parce que c'était des Flamands Roses extrêmement modernes, la petite mouche réussit à donner rendez-vous pour une semaine plus tard avec la brigade de Flamands Roses pour pouvoir transporter le petit éléphanteau jusqu'en Afrique. Il leur restait donc une semaine pour fabriquer une nacelle avec des cordages suffisamment costauds
pour y mettre le petit éléphant. Heureusement, sur la plage où avait atterri le petit éléphanteau, il y avait beaucoup de cordes usagées qui avaient servi autrefois à des marins pêcheurs qui étaient allés pêcher, qui avaient abandonné la pêche car ils étaient un peu fatigués et personne n'ayant pris la relève, les cordes traînaient là. Il y avait même un filet de pêche en très bon état. Alors, tous les animaux se mirent ensemble pour fabriquer une nacelle extrêmement solide et extrêmement confortable. Les petites souris, qui sont, on le sait, d'agréables et d'habiles couturières, cousirent, se mirent à coudre pour que l'ensemble soit extrêmement solide. On fit maints essayages, le petit éléphanteau et sa petite tasse, car évidemment, le petit éléphanteau considérait que sa tasse était son doudou et ne voulait plus s'en séparer. Et d'ailleurs, un jour, je vous raconterai l'histoire de la tasse doudou de petit éléphanteau. Bref, notre éléphanteau fit ses essayages avec sa tasse sur la petite nacelle fabriquée avec des cordes de filets de pêche. Et une semaine plus tard, lorsque la bande de flamants roses atterrit magnifiquement sur la plage du sud de la Corse, toute la forêt était rassemblée là. Tous les animaux de la forêt, du plus petit, c'était la mouche, au plus grand, étaient là. Les flamants roses reçurent un accueil chaleureux et sans plus tarder, car il faisait beau, il y avait juste les bons courants marins et aériens qu'il fallait pour aller jusqu'en Afrique, ils installèrent Éléphanteau et sa tasse dans la nacelle. Les flamants roses attrapèrent chacun un morceau de corde, la petite mouche alla se réfugier tout au fond de la tasse, car elle craignait les courants d'air. Et après beaucoup de hurrahs, d'applaudissements et d'encouragements, le vol de flamants roses s'envola au soleil levant pour partir jusqu'en Afrique. Éléphanteau était aux anges. Il voyait sous lui des paysages magnifiques. Il voyait la mer Méditerranée, comme il ne l'avait jamais vue. Il voyait les nuages, il n'y en avait pas beaucoup. Il voyait des tas de choses. Ils croisèrent des animaux, ils croisèrent des oiseaux, ils croisèrent des espèces bizarres qu'on ne rencontre qu'à une certaine époque de l'année, dans un certain coin du ciel. Ils croisèrent des rayons de soleil qui jouaient avec les nuages. C'était magnifique, c'était merveilleux. Parfois, le vent était très fort, alors notre petit éléphanteau déployait ses oreilles comme une voile et l'attelage aérien reprenait la bonne direction. Et après de longues heures de vol, enfin, ils arrivèrent en vue de l'Afrique. Les flamants roses étaient bien fatigués. Ils décidèrent de rester quelques jours là, à se reposer, profitant du soleil de plus en plus chaud. Et pendant qu'elles se reposaient, se nourrissaient et prenaient l'eau, toujours un pied dans l'eau, en dégustant des crevettes, eh bien, la petite mouche, qui avait été terrorisée par le voyage et qui mettait un peu de temps à se remettre, était en train d'organiser une immense chaîne sur Internet pour retrouver les parents du petit éléphanteau. Et après quelques jours de recherche, pendant que les flamants roses se reposaient, il y eut une réponse. Oui, quelque part, une famille d'éléphants, un père, une mère, des frères, des sœurs, attendait un petit éléphanteau qui n'était jamais arrivé. Toute la tribu d'éléphants avait reçu son petit éléphanteau, sauf ce papa-là, sauf cette maman-là,
sauf ses petits frères et sœurs-là. C'était un papa et une maman qui avaient confectionné avec amour et enthousiasme, avec de l'argile, une petite tasse bleue sur laquelle ils avaient peint avec leur trompe un petit chat tout blanc. Mais la cigogne n'était jamais arrivée jusqu'à eux. En lisant davantage le message des parents, Mousseline eut un choc, un énorme choc. Car si la famille d'éléphanteaux avait bien été retrouvée, elle n'était pas en Afrique. Non, elle n'habitait pas en Afrique. Elle était en Australie, à l'autre bout de la terre, dans une savane australienne, parfaitement. C'était une tribu d'éléphants australiens, très rare, très incroyablement rare, très inouïment rare, mais oui. Et les parents d'éléphanteaux, la famille d'éléphanteaux, vivaient en Australie. Lorsqu'elles apprirent la nouvelle, les flamants roses se regardèrent en se grattant le col, puis d'une voix sombre dirent : « L'Australie, c'est loin, c'est à l'autre bout du monde, on n'est jamais allé à l'autre bout du monde. Ok, on y va. » Mousseline poussa un énorme soupir de soulagement. Éléphanteau aussi, car il croyait qu'il était tout près de ses parents. Il fallut donc repartir, remettre le harnais, voyager encore de longues heures. Parfois Éléphanteau s'endormait, parfois Mousseline divaguait tellement elle avait le mal de l'air, et bravement, les flamants roses volaient vers l'Australie. Enfin, un jour, un beau jour, un magnifique jour, ils arrivèrent sur cette terre australienne, sur ce continent immense, au milieu duquel il y avait un troupeau d'éléphants qui attendait un petit éléphanteau égaré. Et un beau matin, dans un ciel tout bleu, un rayon rose, comme un éclair, traversa le ciel. Et là, Éléphanteau atterrit délicatement avec ses flamants roses, sa nacelle et ses oreilles qui tournaient à gauche, à droite, sa trompe qui divaguait, et la petite Mousseline terrorisée. Et là, tout autour d'eux, arriva le troupeau d'éléphants. Il y avait le papa éléphant, la maman éléphant, les frères et sœurs éléphants, les tantes, les oncles, tout le troupeau était là, et ce furent des larmes et beaucoup de bonheur, et notre petit éléphanteau trouva tout de suite, instinctivement, sa maman, son papa. Et ne croyez pas que notre éléphanteau en oublia pour autant ses amis de la Corse qu'il avait sauvés. Pas du tout. Les éléphants ont une excellente mémoire. Ils ont une excellente mémoire, et de temps en temps, une fois tous les 2 ans à peu près, tous les 2-3 ans, les flamants roses, qui avaient pris goût à l'Australie qu'ils découvraient, venaient chercher à la fois Mousseline, qui avait décidé de rester là-bas et qui était à la tête d'une nombreuse famille de 1,5 million de petites mouches, à la fois Mousseline et Éléphanteau repartaient en Corse du Sud revoir l'ânesse, la maman ânesse, qui ne l'avait jamais oubliée. Puis il la ramenait ensuite en Australie, et ce fut merveilleux, et pour la famille d'Éléphanteau et pour les amis corses qui chargeaient la nacelle de spécialités corses, de fromage corse et de fleurs de Corse, et les parents d'Éléphanteau étaient très gâtés, très heureux. La petite mouche continua
à vivre en Australie où elle fonda une colonie qui s'élève maintenant à plusieurs millions de petites mouches. 1 million, 2, 3, 10, 20 millions de petites mouches corses devenues australiennes et notre éléphanteau devint un beau et bel éléphant qui, grâce à sa mémoire extraordinaire, se souvenait jusqu'au moindre détail de tout ce qu'on avait fait pour lui. C'était l'histoire d'Éléphanteau, le petit éléphant qu'une cigogne un peu déboussolée avait déposé par erreur sur une plage de Corse du Sud.